En 2024, beaucoup pensaient que le Paris Saint-Germain était condamné à répéter sa propre histoire. Dépenser des millions, rassembler des stars et échouer en Europe. Venait de se terminer l'ère la plus médiatisée de son histoire. Le vestiaire avait été un champ de bataille pendant des années et la presse française préparait déjà l'oraison funèbre du projet sportif. C'est alors qu'est apparu Luis Enrique, un entraîneur qui ne venait pas gérer l'évolution, il venait imposer une idée. Après son passage avec la sélection espagnole, où il avait été critiqué pour son style et son caractère, il revenait au football de club pour la première fois depuis son cycle réussi à Barcelone et avait choisi l'endroit le plus instable du continent. Mbappé s'en allait gratuitement vers le Real Madrid, laissant l'équipe sans sa plus grande star. Un an plus tard, le PSG avait remporté la Ligue, la Coupe et la Ligue des Champions. Un triplé historique. Quelques mois plus tard, il compléterait le sextuplé et consoliderait le projet le plus dominant d'Europe. La raison, Luis Enrique Martinez Bercia. Mbappé, pour sa part, ne remporterait aucun titre avec le Madrid. Et là, le monde entier découvrirait que le problème du PSG n'était pas l'équipe ni les stars. Le problème était Mbappé. L'Europe a compris quelque chose trop tard. Luis Enrique ne reconstruisait pas le PSG, il le réinventait. Oh, he's gone all the way! What a goal! Special goal from a very special young talent. Dembélé, is this the moment? It is! Absolutely sensational! Quand le PSG a réuni Messi, Neymar et Mbappé, le monde a cru assister à la naissance de l'attaque la plus dévastatrice de l'histoire moderne. 3 génies, 3 styles, 3 chemins différents vers la gloire. Mais à l'intérieur du vestiaire, loin des caméras, l'histoire était différente. Une équipe qui ne savait pas qui commandait, qui obéissait, ni qui était prêt à se sacrifier pour le collectif. Et au milieu de ce chaos silencieux, il y avait un nom qui absorbait tout. Kylian Mbappé. Parce que Mbappé ne voulait pas seulement être la star du PSG, il voulait être le PSG. Sa vitesse était une arme, son talent indiscutable, mais son ego était un tremblement de terre. Chaque ballon devait passer par lui, chaque action devait finir en lui, chaque décision devait le favoriser. Et quand un joueur exige tant, l'équipe commence à donner moins. Messi, le footballeur le plus complet de sa génération, s'est retrouvé relégué à un rôle secondaire. Neymar, l'artiste qui pouvait changer un match d'une touche, s'est retrouvé piégé entre les blessures, la frustration et un système qui ne le prioritisait plus. Le PSG avait de la magie, mais la magie ne circulait pas. Il avait des stars, mais il n'avait pas d'équipe. Il avait du talent et pas d'équilibre. Et ainsi, année après année, la Ligue des Champions est devenue un miroir cruel. Un miroir qui montrait la même image. Un géant construit pour briller, non pour compétitionner. Mbappé marquait, Mbappé célébrait, Mbappé accumulait des records. Mais le PSG accumulait les échecs. Parce qu'un club ne peut pas se maintenir quand sa structure tourne autour d'un seul joueur. Parce qu'un vestiaire ne peut pas respirer quand une figure l'occupe entièrement. Parce qu'un projet ne peut pas croître quand chaque entraîneur doit s'adapter à un ego au lieu d'imposer une idée. Et quand Mbappé a décidé de partir vers le Real Madrid, beaucoup ont pensé que Paris perdrait son roi. La vérité est que Paris a perdu son plus grand obstacle. Mais le problème ne s'est pas arrêté en France. Il a voyagé avec lui. Lors de sa première année à Madrid, Mbappé a fait ce qu'il fait toujours. Des buts et encore des buts. Il a été le meilleur buteur de tous les temps, le joueur le plus médiatisé, le visage du projet. Mais tandis qu'il brillait, le Real Madrid n'a remporté aucun titre. Et le plus révélateur n'a pas été les trophées perdus, mais ce qui s'est passé avec Vinicius. Le Brésilien qui avait été l'inspiration, le déséquilibre, l'âme offensive du Madrid, a commencé à souffrir chaque fois que Mbappé était sur le terrain. Ses mouvements n'avaient plus d'espace, sa liberté n'existait plus, son impact s'atténuait. Il revenait à briller que lorsque Mbappé était blessé, quand le focus se déplaçait, quand le système respirait. C'était évident, c'était gênant, c'était inévitable. Mbappé n'occupe pas seulement des positions, il occupe les hiérarchies, il occupe les dynamiques, il occupe des projets entiers. Et Madrid, comme avant le PSG, a commencé à ressentir ce poids, le poids d'un joueur qui veut être tout, même si cela signifie que les autres ne deviennent rien. Mais cette histoire n'est pas sur Mbappé, c'est sur ce qui s'est passé quand il est parti, sur ce qu'a découvert Paris quand il a cessé de vivre pour une star et a commencé à vivre pour une idée. Parce que pour comprendre comment Luis Enrique a révolutionné le PSG et en a fait champion sans Kylian Mbappé, il faut revenir au passé. Juste là où tout a commencé. Le PSG avait passé des années essayant de construire un projet autour de Mbappé. Ils lui ont donné la liberté totale, le pouvoir absolu et un statut qu'aucun joueur n'avait eu dans l'histoire du club. Mais plus ses privilèges grandissaient,
plus l'équipe se rétrécissait. Le PSG jouait pour le protéger, pour l'améliorer, pour qu'il brille. Et quand une équipe vit conditionnée par une seule figure, tout le reste devient fragile. Les entraîneurs changeaient, les systèmes changeaient, les coéquipiers changeaient, mais l'idée était la même, que Mbappé résolve. Et quand vous dépendez d'un seul joueur, vous dépendez aussi de ses limites. Les éliminations européennes n'étaient pas des accidents, c'étaient des symptômes d'un projet sans identité, sans structure et sans véritable leadership. Quand Messi et Neymar sont partis, Paris n'a pas seulement perdu de talent, il a perdu l'illusion que le trio pouvait fonctionner. Il a perdu l'excuse, il a perdu le masque. Pour la première fois, le club a compris quelque chose qu'il avait évité pendant des années. Le modèle était épuisé, il n'était pas durable, il n'était pas compétitif. Ce n'était pas une équipe. Et dans ce vide, dans ce silence gênant après l'échec, Paris s'est trouvé face à une vérité inévitable. S'ils voulaient changer leur histoire, ils devaient changer leur façon de construire. Ce qui arriverait ensuite ne serait pas un ajustement, ce serait une rupture totale. Après 2 éliminations consécutives en 8e de finale de Ligue des Champions, le PSG n'a pas seulement perdu des matchs, il a perdu de la crédibilité. Le modèle fondé sur l'accumulation de talents avait atteint sa limite. Messi est parti vers Miami, Neymar a été transféré en Arabie Saoudite et pour la première fois des années, le vestiaire s'est retrouvé sans figures intouchables. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un message direct, l'ère des stars au-dessus de l'équipe était terminée. C'était essentiellement le point de rupture que le club avait besoin. C'est dans ce contexte qu'est apparu Luis Campos, architecte de projets durables. Sa vision était claire, rajeunir l'effectif, réduire les hiérarchies artificielles et prioriser les profils compatibles à une idée collective. On ne cherchait plus les célébrités mondiales, mais des joueurs capables de soutenir un plan. Intensité, discipline tactique, appétit compétitif. Le marché a cessé d'être une vitrine et est devenu un outil pour construire une véritable équipe. Mais la pièce décisive n'était pas un recrutement, c'était l'entraîneur. Luis Enrique a accepté le défi avec une condition implicite, contrôle total du projet sportif. Il n'arrivait pas pour s'adapter à un écosystème dominé par des stars, mais pour le repenser à la racine. Luis Enrique ne négociait pas ses principes footballistiques. À Paris, cette conviction était exactement ce dont on avait besoin. Dès le premier jour, le message interne a été catégorique. Il n'y aurait pas de privilèges par le nom, pas de liberté sans responsabilité défensive, pas de hiérarchie par contrat. Le leadership passait du vestiaire au banc de touche. Le club s'alignait enfin sur l'idée centrale du chapitre. Assez des stars, c'est l'heure d'une équipe. Et c'est là qu'entrent les nouveaux protagonistes. Des footballeurs comme Dembélé, Vitinha, Hakimi, Zahir Emery, Barcola ont cessé d'être des compléments pour devenir les piliers d'une structure collective. Le PSG a cessé de dépendre d'un seul joueur pour commencer à dépendre de son fonctionnement. Le changement n'était pas seulement tactique, il était culturel. On s'entraînait avec une intensité réelle, on exigeait la discipline positionnelle et on récompensait l'engagement au-dessus de la brillance individuelle. Le narratif cessait de tourner autour de qui était la star et commençait à tourner autour de la façon dont jouait l'équipe. Pour la première fois depuis 2011, le PSG a cessé de poursuivre la prochaine une mondiale et a commencé à écouter le football. Ce tournant silencieux mais profond était le véritable début de la transformation. Quand il semblait que le projet commençait à se stabiliser, la deuxième secousse est arrivée. Le tirage au sort de Ligue des Champions a été cruel et le PSG s'est retrouvé dans un groupe de la mort. Lors des premiers matchs sont apparus des doutes connus, des décalages défensifs, des erreurs à la sortie et une fragilité qui rappelait les vieilles versions du club. Le 4-1 contre Newcastle a réactivé le fantôme du « encore la même chose ». La presse française n'a eu aucune pitié et a remis en question l'autorité de Luis Enrique, insinuant que l'expérience s'effondrait. Mais en interne, la lecture était différente. Malgré les faux pas, l'équipe commençait à montrer des modèles reconnaissables. Une pression plus coordonnée, des lignes compactes, une solidarité défensive. Ce n'était pas une équipe brillante, mais une équipe en véritable construction. Quand ils ont réussi à avancer en groupe à la limite, ils l'ont assumé comme point de départ, non comme soulagement. La résurgence est arrivée ensuite. 5 mois sans perdre, un rythme élevé, des possessions plus verticales et moins de dépendance des individualités. L'élimination contre Barcelone a été le premier examen émotionnel réussi. Il n'y a pas eu de panique, il y a eu de contrôle. Il n'y a pas eu de déconnexion, il y a eu des ajustements. Ils ont réalisé un 3-2 à Paris et éliminé le Barça de Xavi avec un catégorique 4-1 à Montjuïc. Luis Enrique a ajusté les hauteurs de pression, a mieux activé les espaces intérieurs et a équilibré la transition défensive. Le PSG a cessé de réagir et a commencé à imposer.
Mais le coup final est arrivé en demi-finale contre le Borussia Dortmund. L'équipe a perdu 1-0 en Allemagne et 0-1 à Paris. 2 matchs où ils ont généré, insisté, dominé, mais n'ont pas concrétisé. C'était la dernière grande frustration de l'ère Mbappé. Le PSG s'était encore arrêté à un pas de la finale. Peu de temps après, l'inévitable s'est confirmé. Mbappé partait gratuitement vers le Real Madrid en cherchant un autre projet et un autre contexte compétitif. Son départ fermait un cycle et en ouvrait un complètement différent pour les Parisiens. Et c'est là qu'est apparue la phrase qui allumerait l'étape suivante. Dans une entrevue, Luis Enrique assurait que maintenant, sans Mbappé, l'équipe dominerait toutes les positions et jouerait mieux la prochaine campagne. Je crois que je vais m'améliorer sans dommage, sans aucun doute, parce que le fait d'avoir un joueur qui se déplaçait comme il le voulait implique qu'il y ait des situations de jeu que je ne contrôle pas. L'année prochaine, je vais toutes les contrôler. Toutes, sans exception. C'était une déclaration d'identité. Le PSG ne serait plus un joueur, ce serait une équipe. Pour la deuxième saison de Luis Enrique, le PSG a décidé de consolider l'idée. Les renforts sont arrivés de manière chirurgicale. William Pacho pour donner de l'agressivité et une sortie propre à la défense, Joao Neves pour élever la salle des machines et Désiré pour ajouter du déséquilibre dans le dernier tiers. C'étaient des transferts pensés pour le système, non pour la première page. Et bien que le départ de Mbappé vers le Real Madrid semblait être un coup dévastateur, Luis Enrique insistait sur le contraire. Sans lui, l'équipe serait plus complète, plus ordonnée, plus la sienne. Le début cependant a été turbulent. Le tirage au sort de Ligue des Champions a été une mauvaise blague et le PSG a raté 4 des 5 premiers matchs. La qualification pendait à un fil et la presse française a senti le sang. La tension a augmenté quand Dembélé a été exclu de la convocation contre Arsenal pour des raisons disciplinaires. L'équipe a même insinué une motion de censure contre le technicien. Le récit était celui de toujours. Crise, chaos, encore la même chose. Mais en interne, l'équipe ne s'est pas brisée. Au contraire, elle s'est endurcie. Avec l'arrivée de 2025, le PSG a fait un énorme bond compétitif. Le transfert hivernal de Kvaratskhelia a complété une attaque qui avait déjà Dembélé, Barcola et Désiré, 4 extrêmes capables de déborder, de s'associer et de presser comme des animaux. Et c'est là qu'est apparue la décision la plus révolutionnaire, Dembélé en faux neuf. Mobilité constante, décrochage, soutien, supériorité intérieure, le moustique est passé d'un joueur imprévisible à être le meilleur buteur des grands championnats. Personne ne comprenait ce qui avait changé, sauf Luis Enrique. Le PSG ne s'est pas seulement qualifié pour les 16e de finale. Il a commencé à dominer. Face à Brest, il a imposé son rythme. Mais c'est contre Liverpool qu'Europe s'est réveillée. À l'aller, l'équipe d'Arne Slot a été submergée par la pression, la circulation et l'agressivité parisienne. Liverpool a remporté la victoire à domicile à Paris, mais ceux de Luis Enrique ont été les plus dominants. Au retour, Dembélé a égalisé l'élimination dans les premières minutes à Anfield. Et la lutte pour la qualification au quart de finale commençait. La qualification est arrivée au tir au but. Paris éliminait le tout-puissant Liverpool, mais la sensation était inéquivoque. Le PSG jouait mieux que son rival. L'explication était dans la structure. Vitinha divigeait, Joao Neves mordait, Fabian équilibrait. Les latéraux, Nuno Mendes et Hakimi, donnaient de l'amplitude et de la profondeur, tandis que les extrêmes attaquaient par l'intérieur. Tous pressaient, tous défendaient, tous participaient. Sans Mbappé monopolisant l'attaque, le poids offensif s'était distribué. Sans hiérarchies intouchables, l'idée s'est imposée à l'ego. Le PSG a cessé d'être un ensemble de noms et s'est converti dans une machine collective. Luis Enrique avait retrouvé le contrôle total du vestiaire. La direction l'a soutenu avec un renouvellement jusqu'à 2027 et le projet cessait de dépendre d'une star pour dépendre d'un plan. Ce PSG ne cherche plus un sauveur, il cherche du fonctionnement. Et pour cela, pour la première fois de beaucoup d'années, on a l'impression que l'équipe grandit match après match. Le projet a cessé d'être une promesse et s'est converti en réalité quand le PSG a commencé à compétitionner sans anxiété. En Ligue 1, ce ne fut pas simplement supérieur, ce fut dominant. Cela ne dépendait pas des remontées agonisantes ni des individualités salvatrices. Il imposait le rythme, la pression haute et le contrôle territorial. Dès la première minute, les rivaux ne s'attendaient pas à une erreur, ils s'attendaient à survivre. Le championnat domestique a cessé d'être une obligation administrative et est devenu une démonstration hebdomadaire d'autorité. La Coupe a confirmé quelque chose d'encore plus important.
la profondeur du projet. Luis Enrique a fait tourner sans que le rendement ne baisse, a maintenu l'intensité et a soutenu l'identité même avec des changements dans le 11. Ce n'était pas une équipe titulaire brillante avec un banc faible, c'était une structure solide où chaque pièce comprenait sa fonction. Cette cohésion a été le signal définitif que le changement culturel était consolidé et la véritable validation est arrivée en Europe. Au quart et demi-finale, le PSG s'est affronté deux géants anglais, Aston Villa et Arsenal. Et loin de souffrir, il a dominé. Ce n'étaient pas des éliminations épiques, c'était des démonstrations tactiques, une pression coordonnée, une récupération après une perte immédiate, des latéraux profonds punissant par l'extérieur et un milieu de terrain qui contrôlait les rythmes avec maturité. Le PSG ne réagissait plus à ce que proposait le rival, il forçait le rival à s'adapter. La finale de Ligue des Champions a été la confirmation définitive. 5-0 contre l'Inter de Milan. Ce n'a pas été une victoire serrée, ça a été une déclaration historique. Intensité, mobilité constante, amplitude bien travaillée et une efficacité brutale au dernier mètre. L'Inter n'a pas été écrasé par l'inspiration individuelle, il a été surpassé par un système supérieur. Le PSG n'a pas seulement remporté la Ligue des Champions, il l'a conquise sans laisser de doute. La reconnaissance internationale a été immédiate. Les analystes, les entraîneurs et les anciens joueurs convainquaient une chose que quelques années auparavant semblait impossible. Le PSG était l'équipe la plus complète du continent. Et en symbole de cette transformation, Ousmane Dembélé a levé le ballon d'or au-dessus de Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Le même joueur qui avait été remis en question pour son irrégularité s'est retrouvé être la représentation parfaite du nouveau modèle. Talent au service du collectif. Ce n'a pas été seulement gagné, ça a été gagné en étant supérieur. Ça a été gagné sans dépendre d'un sauveur. Ça a été prouvé que le projet n'était plus fragile. Loin de se détendre après le triplé, le PSG a consolidé sa domination. La Supercoupe de l'UEFA 2025 contre Tottenham a été une nouvelle démonstration de contrôle compétitif, sans urgence, sans dramatisme, imposant le rythme et la structure. La Supercoupe de France a confirmé que la mentalité n'avait pas changé. L'équipe continuait à compétitionner chaque titre avec la même intensité que la Ligue des Champions et la Copa Intercontinentale contre Flamengo a clôturé le cercle international en validant que le modèle fonctionnait non seulement en Europe, mais face à n'importe quel contexte. Ce parcours a complété le sextuplé et a transformé le PSG en référence mondiale. Mais plus important que les trophées a été la continuité du projet. Il n'y a pas eu de rupture, pas de crise interne, pas de fuite de leadership. Luis Enrique a renouvelé avec le soutien total de la direction. Et le message a été clair, l'entraîneur est l'axe du modèle, pas une pièce remplaçable. Le club a aussi changé sa politique sportive. Il ne s'agissait plus d'acheter des stars consacrées, mais de potentialiser les profils compatibles avec l'identité collective. Le PSG a cessé d'être une destination pour les célébrités et s'est converti en écosystème de performance. Les joueurs n'arrivaient pas pour briller seuls, ils arrivaient pour s'adapter, et cela a altéré l'équilibre européen. Pendant des années, Paris avait essayé de s'adapter aux géants historiques. Maintenant, c'étaient les autres qui analysaient comment presser sa sortie, comment arrêter ses latéraux, comment survivre à son intensité. L'Europe a cessé de regarder le PSG comme un projet millionnaire et a commencé à le voir comme une référence tactique. Le club, qui pendant plus d'une décennie avait essayé d'acheter la gloire, a finalement compris que la grandeur ne s'acquiert pas sur le marché. Elle se construit avec l'identité, le leadership et la cohérence. Le PSG a cessé de poursuivre la gloire, il l'a construite. En fin de compte, l'histoire du PSG de Luis Enrique n'est pas l'histoire d'un club qui a dépensé plus, c'est l'histoire d'un club qui, pour la première fois, a compris qui il voulait être. Une équipe qui a laissé derrière elle les noms, les égos, les premières pages et choisi quelque chose de beaucoup plus difficile. La cohérence, l'identité et le travail collectif. Si ce récit t'a fait vibrer, si la transformation t'a captivé, si cela t'a rappelé pourquoi on aime ce sport, alors ne t'en va pas sans faire ta part. Mets un like à la vidéo, abonne-toi à Le Football Club et active la clochette pour continuer à vivre ces histoires épiques du football. Ici, on continue à construire des légendes.